Alors ça c'est pour la partie concrète, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout le volet disons spirituel. C'est-à-dire que comme on sait très bien que et l'agriculteur est le premier à savoir qu'il est dépendant de facteurs extérieurs qu'il ne maîtrise pas, effectivement ça connecte disons directement avec Dieu, donc la spiritualité. Et donc c'est aussi s'en remettre à Dieu. La situation en France est telle qu'elle est aujourd'hui. Par notre faute, effectivement, et les agriculteurs ont eu beaucoup, ils ont reçu beaucoup, l'Église s'est tournée beaucoup aux agriculteurs, notamment avec les rogations, qui ne sont quasiment plus pratiquées aujourd'hui, et alors qu'on vit, en tant qu'agriculteur, on vit au milieu de la création. Alors on doit la respecter, puisque c'est la création de Dieu, mais on doit aussi la dominer tel qu'il nous a été demandé de le faire. C'est tout l'objet de l'agriculture. Et donc il faut se tourner vers Dieu pour demander des grâces pour que la situation de l'économie française soit restaurée, mais aussi de la paysannerie. L'Union européenne, par ce principe d'élimination des droits de douane, a tué le modèle le plus vertueux d'Europe, qui était la France d'union sociale. On pourrait imaginer qu'il y ait des gens qui aient intérêt à ce qu'il y ait plus de commerce. Il semblerait qu'il y a des gens qui aiment acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Et parfois avec des pantalons et une jambe parfois. Je ne sais pas qui, mais on pourrait suspecter qu'il y ait des gens comme ça, qui soient un peu aux manettes. Moi, je me suis installé en 2001. Sur la ferme familiale avec mes parents, un système classique, classique dit conventionnel, et puis avec beaucoup d'herbes quand même à l'époque. Et puis petit à petit, il y a eu des évolutions, des choix qui m'ont emmené vers le tout herbe et puis la vente directe qui s'est développée au fur et à mesure également. Au départ sur l'activité cidricole, le cidre uniquement, puis le jus de pomme et le vinaigre de cidre sont venus étoffer la gamme, et puis ensuite, en même temps, la vente aussi de viande de bœuf en direct. Et le passage au bio aussi, oui. Tout ça un peu dans une même logique, passage au bio en 2010. Voilà, donc ça a été des années entre 2001 et 2020, ça a été des années bien remplies, parce qu'il y avait la vie familiale aussi. Donc avec mon épouse, on a eu 5 enfants, donc voilà, tout ça fait que on est arrivé à l'aube de 2023. Et c'est là où Quentin... Avec une structure qui compte, à mon arrivée donc en janvier de cette année, donc 2023, qui compte 67 hectares, 50 vaches laitières, 10 bœufs commercialisés chaque année en caissettes de viande, 3 hectares de vergers haute tige. Et donc voilà, donc toutes les pommes du verger sont transformées et commercialisées à la ferme et aussi auprès d'un réseau de distribution, principalement les Biocoop. Voilà, donc sur l'activité laitière, on produit un peu moins de 300 000 litres de lait, donc en race normande pure. Sélectionné déjà depuis des années par l'historique de la ferme par le père de Stéphane, qui avait déjà travaillé sur la génétique. Donc on a des vaches qui ont quand même un beau potentiel de laitier et aussi une bonne production de matières grasses et de matières protéiques. Donc un lait assez riche. Et donc on souhaite commercialiser à la ferme. Donc on a un libre service là, donc où les clients viennent à toute heure, tous les jours de la semaine pour satisfaire leurs besoins en lait. Et donc en lait cru, il n'est pas pasteurisé. Et donc on fait cette démarche-là pour que le client ait accès aux meilleurs produits possibles. Parce qu'aujourd'hui, dans les laiteries, classiquement, le lait qui arrive en laiterie, il est filtré.
Et en fait, on revient retirer de ce lait la matière grasse, la matière protéique, les vitamines, les oligo-éléments. Et ces différentes parties sont vendues séparément, suivant différents segments de marché, donc avec une valorisation voilà, qui peut être très élevée. Et ensuite, pour ce qui est du lait en brique, ils viennent reprendre de la matière grasse et de la matière protéique pour l'injecter dans ce produit qui va être appelé lait, mais donc duquel on aura retiré tout ce qui est intéressant pour l'organisme et tout ce qui permet aussi de digérer le lait. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des clients, enfin des retours clients en tout cas, qui disaient voilà, auparavant on n'arrivait pas à digérer le lait des briques qu'on achetait en supermarché, et aujourd'hui en revenant à un lait cru en direct de la ferme, eh bien on peut le digérer, on a un lait qui est vraiment nourrissant. Voilà, ils seront, je pense, globalement convaincus de cette démarche, et c'est tout l'objet de ce libre service qui est maintenant actif depuis des années et qui prospère bien. Gentiment. Et c'est évident, le volume commercialisé est marginal par rapport à tout le lait produit, mais ça participe d'un ensemble de ce souhait de donner à la population locale, aux habitants, d'avoir accès à de l'alimentation de qualité, donc en direct de la ferme, et surtout avec un prix qui reste quand même relativement accessible, puisque même sur le lait, bon, on le vend à 1 euro le litre. Aujourd'hui, en supermarché, vous l'avez à 1,40, 1,50. Donc, et il est dénaturé, trafiqué, voilà. Modifié. Alors, il est revendu, la grosse partie est vendue en ce qu'on appelle en circuit long. C'est-à-dire qu'on a notre collecteur qui passe tous les 3 jours chercher la grande majorité de notre lait. Et là, notre collecteur, c'est Biolait, il va le revendre à ceux qui ont besoin. Donc tantôt pour mettre en bouteille, tantôt peut-être à des fromagers. Mais nous, on n'a pas la traçabilité derrière de ce que devient notre lait à chaque fois, quoi. Et puis Biolait ne transforme pas. Non. Biolait est un intermédiaire, et ensuite il va revendre ce lait collecté par le groupement, disons, à différentes laiteries qui vont faire des produits bio ou conventionnels. Quand il y a des excédents, oui, il peut partir en conventionnel, quoi. Oui. La viande, c'est le même état d'esprit, c'est-à-dire qu'on a des animaux qui passent la majeure partie de leur temps, voire la totalité de leur vie dehors, donc qui mangent que de l'herbe et un peu de foin l'hiver. Alors ils grossissent, nos bœufs, ils grossissent plus doucement que ce qui est fait autrement. Donc ils arrivent à maturité à 3 ans, et c'est là où on peut les vendre, quoi, les faire abattre et puis les faire découper. Alors on a la chance d'avoir un atelier de découpe au niveau local, donc c'est aussi une de nos visions qui est importante, c'est à chaque fois quand on achète quelque chose ou on fait appel à des services extérieurs, c'est que cet argent-là qui sort de la ferme n'aille pas trop loin pour qu'il puisse rester à faire vivre le milieu rural, quoi. Si l'argent part, je vais dire une bêtise, à Paris, c'est très bien, mais c'est de l'argent qui va plus faire fonctionner le milieu rural. Donc c'est comme ça qu'on crée des zones pauvres, quoi, quand l'argent part. Donc nous on essaye au maximum qu'il reste sur place. Alors notre prestataire il est à 5 km pour la découpe, donc ça c'est très bien. Le travail est bien fait. L'abattage est fait en Normandie aussi. Oui, alors c'est à 80 km. Pour l'instant, c'est un peu loin pour nous. On espère justement que l'abattoir va réouvrir à 5 km. Là. Notre prestataire de découpe, il travaille. Donc on a bon espoir. Donc ça, ce serait vraiment une bonne chose pour nous. Et puis on a l'avantage aussi que ce prestataire-là est relativement conscient des enjeux en bien-être animal. Donc on n'a pas d'abattage rituel. Parce qu'on n'a pas d'abattage rituel. Donc il n'y a pas d'abattage cachère ou halal sur notre viande. Et ce qui est très important pour nous, puisque voilà, dans ce respect de l'animal, on souhaite effectivement qu'il y ait un étourdissement de l'animal en fait, avant qu'il soit abattu. Alors que en cachère et en halal, l'animal doit être tué vif, donc il se vide de son sang. Alors nous dans une vision catholique des choses, nous on souhaite qu'il y ait un respect de l'animal au moment où il est abattu. Donc ce prestataire-là, on est bien conscient, et puis il le met bien en avant, et il veille à ce que ce soit toujours maintenu, ce qui n'est
ce qui est encore le cas au niveau des provinces, mais par exemple, la quasi-totalité des abattoirs dans le bassin parisien font tous de l'abattage rituel, cachère ou halal. Donc là, la viande que vous retrouvez dans le bassin parisien a principalement été tuée de cette manière-là. Donc ce n'est pas ce qu'on souhaite et on est content de pouvoir trouver cette entreprise. Donc notre viande a une qualité aussi, c'est effectivement comme les animaux mangent que de l'herbe. En fait, il y a des analyses qui ont été faites et ils se sont rendus compte que les profils des acides gras sont pas du tout les mêmes. Donc tout ce qui est de l'ordre de décrier les produits animaux pour la santé et tout ça, on se rend compte que selon comment les animaux ont été nourris, ça donne pas du tout le même résultat. Donc on est aussi fiers de ça. Enfin, on communique là-dessus. Et nous, ça nous, on est fiers de ce qu'on fait, quoi. Voilà. On souhaite continuer. Enfin, dans tous nos produits, c'est un peu transversal. C'est vraiment pouvoir être fier de ce qu'on fait. À chaque fois, regarder nos clients, nos consommateurs dans les yeux et pouvoir leur vendre des produits dont on est sûr à 100%. Les premiers consommateurs étant nos enfants. Donc voilà, on veut pas tromper nos enfants, mais on veut pas tromper non plus nos clients et nos consommateurs, quoi. Et puis on a donc là, en ce qui est de la qualité en viande, effectivement, comme ils sont nourris qu'à l'herbe, on a vraiment des animaux qui sont sains. Et aujourd'hui, vous avez sur l'abattage en France 70% des foies qui ne sont impropres à la consommation, donc les foies de l'animal, ce qui est révélateur de leur état de santé qui n'est pas optimum, disons en tout cas. Et donc à l'herbe, effectivement, c'est l'aliment le plus naturel pour le bovin qu'il trouve. Donc on n'a pas de fourrage conservé sur la ferme, donc on n'a pas d'ensilage. Fermenté, oui. Fermenté, pardon, pas de fourrage fermenté, pas d'ensilage, pas d'enrubanage. Donc on a vraiment un produit qui est optimal pour la santé de l'animal et donc aussi pour notre santé in fine lorsqu'on consomme ces produits-là. Le prestataire donc, qui fait l'abattage et la découpe, ensuite nous livre, nous on lui commande effectivement des colis, avec soit on a deux formules, une formule où on récupère 1/16 de la bête, donc on a toutes les pièces bouchères, côte, beefsteak, pot-au-feu bourguignon, et donc nous on le vend à l'heure actuelle, alors aujourd'hui à 14 € le kilo. Sur un colis de 20 kg. Sur un colis de 20 kg. Et le commercial de cette entreprise avait fait en début d'année un comparatif pour reconstituer ce fameux colis avec de la viande de supermarché. Il est arrivé à la conclusion que le prix moyen était de 20 € le kilo, avec une viande qui n'est évidemment pas de la même qualité, qui ne vient pas nécessairement du coin, et donc avec voilà une différence de prix assez conséquente. Donc c'était en début d'année. Aujourd'hui on est au mois de juillet, donc il est fort probable aussi que cet écart s'est encore accentué. Donc malgré tout, donc on souhaite proposer la qualité et surtout qu'un prix attractif. Je pense que c'est assez bien compris des clients qui voilà. C'est un peu pareil aussi une fierté, c'est de se dire qu'on ne fait pas, on fait des bons produits, mais pas que pour une élite qui aurait beaucoup d'argent, quoi. Ça nous tient à cœur de pouvoir rester accessible pour des gens ordinaires qui certes, en revanche, vont peut-être faire à un moment donné un choix et un petit effort quand même pour accéder à nos produits, mais on veut pas que ce soit trop élitiste, quoi. Alors évidemment sur certains prix, si on veut parler par exemple, tu as parlé des premiers colis, un autre colis qu'on fait récemment, puisque c'est au niveau mode de consommation, il y a des évolutions, c'est les colis de 5 kilos uniquement de steak haché. Et pareil, là en parlant de tarifs, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient vendues sous l'appellation, avec l'appellation préparation hachée. Et la préparation hachée, la législation l'oblige à avoir minimum 51% de viande. Donc ce qui laisse la place pour un 49% de mettre des produits beaucoup moins chers. Effectivement, nous quand on propose nos steaks hachés, c'est 100% de viande. Il n'y a même pas de sel ajouté, on n'a pas le droit. C'est que de la viande. Donc notre prestataire nous fait du steak haché, voilà, 100% viande. Alors, effectivement, on n'est pas du tout au même prix de revient que la préparation hachée, voilà. Ce qu'il a fallu aussi, il a fallu être pédagogue par rapport à ça, notamment par rapport à la restauration collective, où on commence à livrer un petit peu dans les cantines pour les enfants, et pour pouvoir convaincre le cuistot ou l'économe de rentrer, parce que c'était pas la même chose que ce qu'ils achetaient avant, quoi.
Donc là, oui, depuis cette année, on livre une cantine centrale donc à 5 minutes d'ici, donc, qui cuisine pour les enfants dans différentes écoles primaires. Et auparavant, qui achetait de la préparation hachée, qui est passée avec notre steak haché, et donc il récupère les déchets de cuisson systématiquement. Et sur la préparation hachée, qu'il achetait 11,50 €, je crois, le kilo, et bien il récupérait 5 kilos de graisse, d'eau d'excédent, si vous voulez. Et ensuite, il a cuit les nôtres, donc sur la même quantité, évidemment, il a récupéré 1 kilo de graisse. Là, il y a 4 kilos de déchets qui sont partis à la poubelle, et qui en fait sont cet excédent, au-delà du 51% de viande, c'était ce gras de porc qui a rajouté, et qu'on retrouve finalement au fond de... En partie, parce qu'à mon avis, il en reste encore. Il en reste encore. Oui. Et l'eau qui est injectée qui s'évapore aussi. Alors, pour la petite histoire, là on est typiquement sur des vergers haute tige, donc vraiment traditionnels de ce qui se faisait par ici. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroforesterie, avec les arbres et puis les animaux dessous qui valorisent l'herbe. Donc verger haute tige. Pas de traitement de ces vergers-là parce que en fait les pommiers sont pas très proches les uns des autres, donc au niveau contamination de maladies, il y a beaucoup moins de problèmes. C'est des variétés plus rustiques, alors sans doute moins productives que les vergers intensifs, mais beaucoup plus rustiques, donc pas de nécessité non plus d'aller se battre contre telle ou telle maladie. Voilà, et puis il y a un bénéfice aussi d'avoir des animaux dessous. Il y a un réel bénéfice, il y a beaucoup moins de parasites des pommiers parce que justement les bovins sont là pour nettoyer, manger les herbes. Ils viennent aussi enrichir le sol. Une fois qu'ils ont mangé l'herbe, ils ont aussi l'air d'éjection, ça enrichit le sol. Donc tout ça, ça contribue à un équilibre qui est bénéfique, autant pour l'animal, pour le sol et pour l'arbre et donc le fruit. Donc on a des qualités de fruits qui sont très bonnes pour ce qu'on fait, quoi. Derrière, on récolte les pommes. Alors là, c'est pareil, on a une façon de récolter qui fait que on ne secoue pas les pommiers, donc on fait des récoltes successives tous les 15 jours pour avoir une homogénéité de maturité des fruits, ce qui nous permet derrière d'avoir une qualité de produit par rapport à un industriel qui va vouloir rationaliser, standardiser au maximum, donc qui va intervenir dans un verger, il va dire on va ramasser toutes les pommes du même coup, ça va nous coûter moins cher. Donc ils font tomber toutes les pommes, donc il y a les mûres, les presque mûres et puis les pas mûres du tout, et on n'a pas du tout on n'obtient pas du tout les mêmes jus en termes de qualité derrière, quoi. Donc on fait le jus nous-mêmes, donc on a notre matériel pour extraire le jus, ce qui nous permet d'intervenir au bon moment, pareil en prenant notre temps. On n'a pas les mêmes impératifs que des industriels qui ont toujours l'œil rivé sur le curseur temps et rentabilité. Nous, on prend le temps de faire les choses correctement. Aussi bien donc, de la maturité du fruit, comme je disais, mais aussi dans l'extraction du jus. Et ensuite, selon ce que va devenir le jus, toute la partie fermentation. Un industriel, si vous voulez, s'il a plein de cuves, ça prend de la place, il y a un coût de matière à stocker, donc il va avoir un intérêt, c'est que ça fermente le plus vite, notamment par exemple si on part sur le vinaigre, il va avoir un intérêt que ça fermente le plus vite possible. Donc il va mettre des additifs pour avoir une fermentation rapide, pouvoir fabriquer le vinaigre derrière et le vendre le plus vite possible. Nous on va laisser aussi son temps naturel pour sa fermentation, c'est-à-dire environ 6 mois. Et ensuite on pourra, si on continue à parler du vinaigre, entamer la deuxième fermentation qui va transformer l'alcool en acide acétique. Voilà. Donc, et sur le cidre, on va prendre le temps aussi. Si on va faire la destination du cidre, là, on va laisser la fermentation se faire naturellement, avec des contrôles pour éviter les dérives. Donc, c'est là où on va intervenir en soutirant le produit et puis au final en le filtrant pour enlever l'excédent de levure qui ferait que en bouteille on pourrait avoir un produit un peu trouble ou un produit explosif, quoi. Donc il y a toujours ce côté naturel, on laisse les choses se faire, mais l'intervention de l'homme. Alors le parallèle est assez intéressant, je sais pas si c'est explicite, mais
on voit qu'il y a quand même un ordre naturel des choses, mais l'homme a besoin d'être présent. Il a besoin de notre présence pour ordonner. Sinon, c'est la pagaille, quoi. Moi, je trouve ça assez, pareil, gratifiant de se rendre compte de ça, quoi, de notre utilité, quoi. Et en même temps de l'humilité, parce que il y a des phénomènes qui nous dépassent. On a beau bien faire au maximum. Alors c'est vrai que les industriels, eux, s'embêtent pas, notamment sur le site. Et bien pour éviter toute cette partie qui nous dépasse un peu, bon, ils pasteurisent. C'est pasteurisé, puis c'est gazéifié derrière. Alors ici, le cidre n'est pas pasteurisé. Il y a cette première fermentation en cuve, ensuite une deuxième en bouteille qui va faire qu'il va mousser naturellement. Et ça se fait par les levures qui restent, donc on n'a pas tué. Mais voilà, c'est un travail c'est plus risqué. Économiquement, c'est plus risqué de faire comme ça. Alors nous, on n'est pas sur des volumes conséquents comme les industriels qui se seraient spécialisés là-dedans. Donc il y a aussi une part de risque qu'on accepte, mais dans le but, in fine, d'avoir de la qualité. Et donc c'est pareil sur le vinaigre de cidre, où là, on part sur notre cidre qui n'est pas pasteurisé, et donc on va transformer l'alcool en acide acétique. Donc on a un acétateur là pour faire ce travail-là, qui va permettre de faire circuler et d'oxygéner le jus. Et donc les bactéries vont se développer. Par ce développement, il va y avoir une fermentation, ça va chauffer. Et notre outil va permettre de maintenir la température du jus à 29 degrés, qui est l'optimum de développement pour les bactéries. Pour pas que ça s'emballe. Oui. Et ces bactéries donc, transforment l'alcool en acide acétique. Et derrière, on récupère ce vinaigre, donc, qui n'est pas pasteurisé et pas filtré. Donc, pour que, en bouteille, vous ayez ce léger dépôt de levure au fond, qui vous permet d'avoir tous les bienfaits du vinaigre de cidre. Donc là, qui est un produit relativement complet pour la santé. Il y a beaucoup de littérature, enfin beaucoup de gens ont entendu parler, il y a beaucoup de littérature autour du vinaigre de cidre. Mais effectivement, on tient à insister là-dessus, sur le fait que il y a vinaigre de cidre et vinaigre de cidre, quoi. Selon comment il est fait, on n'a pas forcément les mêmes résultats, et donc les vertus vont pas forcément être toutes présentes quand ça a été fait par un industriel peu scrupuleux, qui aura notamment pasteurisé entre autres, ou utilisé. Alors pareil, si on veut donner des petits détails, il y a des vinaigres de cidre industriels, même de certaines marques qui sont connues, où la base c'est des résidus de compote qui sont remouillés, remis à fermenter, et voilà. Et donc évidemment, en termes de prix de revient, alors déjà, on n'obtient pas du tout le même produit, hein, mais en termes de prix de revient, on parle pas du tout de la même chose, quoi. Nous, pour faire notre vinaigre, c'est une pomme entière qui est broyée, dont on récupère le jus, et le jus, voilà, il y a pas de valorisation de produits dérivés. Là, c'est un déchet qui est réutilisé pour faire du vinaigre de cidre. Et c'est un peu tout le drame de l'agriculture et de l'alimentation, c'est qu'aujourd'hui, on peut appeler un même produit lait, un même produit viande, un même produit vinaigre de cidre, et en réalité, vous avez une qualité qui n'a strictement rien à voir. On pourrait presque dire que ce n'est pas le même produit. Entre le lait en brique et le lait cru, enfin voilà, c'est à la fois triste, et derrière, bon, ça nous oblige à faire beaucoup de pédagogie pour expliquer qu'en fait, il faut absolument que les Français se réapproprient leur alimentation, et ça devra passer vers le circuit court, c'est-à-dire aller trouver l'alimentation déjà au plus près de chez eux, mais surtout auprès des agriculteurs. Donc, pour savoir comment c'est produit. Et ça nous paraît important. Et un des drames, c'est que le paysan, voilà, son boulot, c'est de produire. Il aime ses animaux, il aime ses arbres, mais c'est pas forcément un grand pédagogue, quoi. Ça demande d'autres compétences. Et qu'on n'a pas forcément, ou qu'on a perdu aussi, parce qu'autrefois le paysan il vendait lui-même beaucoup, il vendait sur le marché son beurre, il vendait, et puis avec l'évolution, le progrès, les coopératives se sont mis en place. On a expliqué aux paysans que il valait mieux pas qu'ils perdent de temps, qu'ils se concentrent sur la production, et le reste, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, sauf que il a perdu le contrôle, il a plus les rênes, quoi, hein. Vous êtes dans le chariot, vous faites avancer les roues, mais vous n'avez pas la main au gouvernail, quoi. C'est le drame du monde paysan. C'est le seul métier au monde où vous ne fixez pas votre prix de vente.
votre prix de vente vous est imposé. Vous recevez, c'est pas vous qui établissez la facture, vous la recevez de votre acheteur. Donc vous êtes totalement tributaire du prix qui vous est payé. Donc ce qui emmène tout le monde vers une augmentation de la production. C'est-à-dire pour pallier à cette variation des prix, on augmente le volume. Mais ce qui fait que la variable d'ajustement, c'est l'humain. C'est-à-dire c'est l'agriculteur qui se charge physiquement. Alors même si maintenant il y a quand même beaucoup d'outils très sophistiqués qui apportent un vrai confort, mais la charge mentale, elle, est plus que jamais présente et et parfois évidemment pas dans le bon sens. Parfois trop lourde pour certains. Oui. Effectivement, beaucoup de personnes voient d'un très bon œil et ce qu'on fait parce qu'ils ont vu que on avait beaucoup de surface en herbe, qu'on avait des haies, que c'était bien entretenu et que quand ils passent à pied, ça leur est agréable. Et d'ailleurs, ils le verbalisent et d'ailleurs, ils vont même plus loin en disant bien que c'est dommage que les autres ne font pas comme ça, voire même des fois même un peu plus, en allant encore un peu plus loin, en critiquant vertement l'agriculture conventionnelle. En tout cas, certaines pratiques de certains agriculteurs en conventionnel qui font pas attention, voilà. Mais pour autant, ils viennent pas acheter nos produits. Donc en fait, si vous voulez, au bout d'un moment, y a un petit problème parce que si ce qu'on fait est bien, mais que personne n'achète nos produits, demain on va disparaître. Économiquement, la structure ne va pas vivre et donc elle est amenée à disparaître. Donc ça, c'est un peu, moi, ça me fait beaucoup de peine parce que je me dis zut, si vous n'êtes pas prêt à nous faire vivre et que pour autant que vous pensez que ce qu'on fait est bien, comment voulez-vous que ça aille, quoi? Et pour faire le pont avec le catholicisme, en fait, les catholiques sont censés être les premiers quand même à montrer l'exemple. Et le catholicisme, ce n'est pas c'est la religion de l'incarnation. C'est pas la religion des idées, c'est la religion des actes. Donc il faut poser des actes. Et parfois des actes très concrets, simplement en aidant l'agriculteur voisin, à qui on trouve que qui développe une agriculture vertueuse et des bons produits, en allant simplement l'aider en achetant ses produits, ne serait-ce que, je dirais qu'une fois par an, déjà, ce serait déjà bien. Et donc voilà, poser des actes et ne pas s'en tenir aux beaux discours tels qu'on peut les entendre dans la société, dans les médias, où effectivement on est sur... je vais m'arrêter là parce que... Vas-y. Non, c'est sur... on est sur un discours à la Macron, c'est beaucoup de blabla, et puis derrière, être capable de dire à la fois le blanc et noir dans la même phrase, et surtout faire l'inverse de ce qu'on a dit. Alors c'est un challenge pour nous, hein, c'est de garder notre cap et notre éthique, et malgré tout d'évoluer dans ce monde-là tel qu'il est, et de maintenir notre activité économiquement à flot, quoi. Alors il y a comment on s'articule pour ménager un peu tout ça, quoi. Mais c'est aussi de cette manière qu'on a répondu à l'évolution de la consommation avec le steak haché. C'est effectivement, nous, on fait des animaux bien développés, avec des pièces bouchères de qualité, mais malgré tout, il faut accepter le fait qu'il y ait une consommation importante de steak haché. Aujourd'hui, les steaks hachés représentent 50%, je crois, de la consommation de viande, de toute la consommation de viande en France. Donc il faut accepter ça. Donc on fait du steak haché, mais on cherche toujours à faire du steak haché de qualité pour sortir son épingle du jeu et puis rester dans cette dynamique-là pour satisfaire un client, pour qu'il trouve la meilleure qualité possible, toujours auprès de chez lui. C'est important essayer de maintenir une ruralité vivante. Donc c'est aussi d'avoir nos métiers qui restent attractifs pour la génération d'après. Parce que bien faire, être content de bien faire et être les derniers des Mohicans, c'est pareil, c'est pas la finalité, quoi. Donc il faut qu'on arrive à rendre notre métier attractif pour ceux qui demain prendront notre place. Et là encore, c'est un challenge parce que effectivement les curseurs ont complètement changé, le rapport au travail a complètement changé. Donc comment on fait pour être dans le monde sans être du monde? Et puis il y a tout cet enjeu de transmission, c'est que la terre, cette terre-là, on en a hérité d'une certaine façon,
mais il faut aussi savoir la transmettre. Alors qu'il y a eu des ruptures de transmission, voilà, depuis des décennies, mais en tout sujet. La foi également, il y a une rupture de transmission. Voilà, certains n'ont pas voulu transmettre à leurs enfants, ou leur laisser ce choix, qui est un faux choix, qui est dangereux. Donc à notre tour aussi de s'approprier ces savoir-faire ancestraux, et d'essayer de les transmettre. Pour s'inscrire dans le temps long aussi, dans la durée. Et nos anciens, voilà, faisaient ce travail-là de bien entretenir la terre, et donc faisons-en autant pour que dans des siècles encore, on puisse tirer de cette terre le meilleur qui soit. Disons, avant la Seconde Guerre mondiale, vous aviez en fait une vie paysanne qui était une vie principalement d'agriculture vivrière, quoi. Une certaine autarcie, dans le sens où ils produisaient ce qu'ils consommaient. Et les excédents étaient pour la vente auprès de différents commerçants, des différents marchands. Et cet argent-là permettait de faire des achats ponctuels. Mais ils avaient des besoins bien moins importants que nous. Alors effectivement, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait presque pas de voiture. Les enfants allaient à l'école du village, les parents, enfin, la famille allait à l'église du coin aussi. Donc il n'y avait pas besoin de se déplacer autant qu'on est contraint aujourd'hui. Donc on part de cette agriculture-là en fait qui a traversé les siècles en ayant très peu d'évolution, puisque la mécanisation elle est arrivée après-guerre. Ouais. Elle est arrivée après-guerre avec le plan Marshall, où en fait voilà, les chars sont devenus des tracteurs. Les barbelés des tranchées ont été utilisés pour clôturer les parcelles, ou les engrais, enfin l'excès de la poudre là, oui. L'excès de la poudre pour les bombes sont devenus des engrais. Et en fait, c'est cette bascule qui a été opérée avec le plan Marshall, et une volonté politique quand même de concentrer les gens en ville, ce qui a amené effectivement une réduction, un exode rural, donc la réduction importante du nombre de paysans. Donc cette bascule a été prise, et donc on en est toujours héritier aujourd'hui. On a toujours moins de paysans, donc déjà on sait d'ores et déjà que dans 10 ans, il y aura moitié moins d'agriculteurs. Déjà peu nombreux, on va être 450 000 en France, donc on va encore réduire la voilure. Donc c'est cette bascule-là qui a été opérée. Après, sur la génération juste avant nous, pas de la même génération, mais... On a une demi-génération, ouais, presque une 3/4 de génération. Ça a été l'arrivée du tracteur. Oui, et puis, oui, on voit que ça continue. Enfin, aujourd'hui, c'est le GPS qui gère le satellite, qui avec des choses qui sont assez incroyables. L'autre fois, l'assurance nous a zoomé, a été capable de nous dire sur les 4 années les déficits de pousses d'herbe, voilà. Et aujourd'hui, on a, si on veut aller sur le volet politique, la PAC, donc l'Europe qui gère l'argent qui est alloué à l'agriculture, qui fait une photo tous les 2 jours de nos parcelles pour être sûr qu'on respecte bien ce qu'on a dit qu'on ferait dans la parcelle, voilà. C'est l'œil de Moscou qui a pris une autre forme, voilà. C'est tragique, voilà. On est photographié tous les 2-3 jours pour savoir si ce qu'on fait est bien ce qu'on a déclaré. Parce qu'on a déclaré quelque chose en vue de toucher de l'argent, puisqu'on est dépendant de ces primes qui ont été mises en place parce que le prix des produits agricoles sont trop bas. Ce qui est moralement est mauvais, parce que on sait qu'on est dépendant des primes, donc c'est pas du tout gratifiant. Donc on nous fait passer par tous les méandres qui veulent, parce que pour toucher ces fameuses primes qui sont indispensables, eh bien on accepte toutes sortes de singeries. Mais alors cette bascule-là, pour compléter avec le plan Marshall, c'est que c'était déjà en fait dans l'œuf l'Union européenne qu'on connaît aujourd'hui. Et donc ça impliquait effectivement dès le départ c'était leur souhait d'avoir une alimentation à bas coût, donc accessible pour les Français,
qui puissent aussi dépenser leur argent, parce qu'on a changé le volet. Le PIB s'est fait à partir de la consommation, donc il fallait absolument que le salaire des Français soit dépensé de toutes les manières possibles, en dehors de l'alimentation. Donc la PAC a été faite comme ça. Ce qui fait que dès le départ, ils savaient que la rémunération des agriculteurs allait être faible. Donc il fallait qu'il y ait des primes qui soient versées. Mais sauf que la prime vous tient. Vous pouvez pas faire exactement ce que vous voulez. La prime vous tient, et même vous incite à faire d'une certaine manière, pour aller chercher l'argent. Et vous en avez besoin, sinon vous pouvez pas vivre. Ce que je disais, on parlait des paysages, donc on est resté quand même relativement bocagé dans le secteur, bien que ça a beaucoup diminué, et le point de départ, je disais, c'est 92, la PAC de 92, où j'expliquais que du jour au lendemain, le soutien des marchés, qui était ce qu'avait adopté l'Union européenne, a été remis en cause lors de l'OMC par les Américains, qui ont dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut, si vous donnez de l'argent à vos agriculteurs, il faut la donner directement, sous prétexte que au moins ils se rendront compte de ce qu'il coûte à la société, bon, ce qui peut s'entendre d'une certaine façon, mais d'une autre façon, on peut dire aussi, c'est aussi une prime au consommateur, parce qu'en fait, le consommateur, il a d'acheter son litre de lait ou son kilo de viande tant, il l'achète moins cher parce que l'agriculteur a des primes. Donc c'était aussi une prime à la consommation. C'est pas qu'une prime à l'agriculteur. Donc il faudra ne plus soutenir les marchés par l'intervention, ce qui s'appelait l'intervention, stockage du beurre, stockage de la viande. Donc il y avait des frigos européens. Du protectionnisme en fait. Voilà. Donc ça, ils ont dit à l'OMC, non, c'est pas bien, il faut faire comme nous, en Amérique, parce que eux, ils savent. Et donc, ça a été adopté, la PAC de 92, aide directe. Donc, directement de l'argent versé. Et donc là, il y avait une multitude de façons de faire. Soit on aurait pu verser à la personne. Vous êtes une personne sur la ferme, on vous donne tant. Vous êtes deux, on vous donne tant. Ce qui a été choisi, c'était de verser à l'hectare. Parce qu'il faut comprendre que la politique agricole en France a été tenue depuis longtemps par la FNSEA. Et que ceux qui dirigent la FNSEA sont plutôt des gros agriculteurs et plutôt des gros céréaliers. Donc, les primes ont été données à l'hectare, donc vous comprenez que plus vous avez d'hectares, plus vous avez de primes. Et puis, au sein même des hectares, ils ont été donnés selon la culture qu'on y faisait. Donc, pour être très terre à terre, en 92, vous aviez 1 hectare de maïs ou de blé, vous touchiez 300 € de prime. Vous aviez 1 hectare d'herbe, vous touchiez 0 € de prime. Donc, en 5 ans, le paysage a été complètement modifié. Les gens qui faisaient un petit peu de maïs, un peu de blé, beaucoup d'herbe, en zone d'élevage je parle, eh bien ils ont modifié complètement leur assolement pour toucher plus de primes. Leurs vaches qui passaient 8 mois de l'année à manger de l'herbe, ils les ont mises à manger du maïs 8 mois de l'année, ils ont inversé, et ils ont fait, avant ils faisaient 1/3 de leur surface en maïs blé, ils ont passé à 2/3 de leur surface en maïs blé. Avec arasement des haies, puisque c'était gênant pour cultiver, pour le matériel en plus qui faisait que grossir. Voilà, donc c'est vraiment la PAC de 92 a été un accélérateur en termes de changement de paysage chez nous, c'était extrêmement flagrant. Et ça a accentué aussi la restructuration, élimination des petites fermes, dont certaines vivaient pas mal, mais à qui on a tellement dit qu'ils étaient pas dans le modèle d'avenir et que franchement ils avaient plus rien à faire là, qu'ils ont fini par le croire et ils ont découragé leurs enfants de prendre la ferme, parce qu'ils ont vraiment cru les techniciens qui leur expliquaient que ça valait pas le coup. Moi j'ai connu ça, hein, le technicien de la COP qui passait pour expliquer, ben non mais vous faites trop d'herbe là, non ça va pas, faut faire plus de maïs. Donc bon, nous à titre personnel on n'avait pas cédé à ça parce qu'on trouvait que malgré tout avec nos terres on était très économe, on faisait très attention et en réalité on s'en sortait pas si mal, ce qui était le cas. Par contre on faisait pas vivre tous ces intermédiaires là quoi, qui fournissaient les semences, les engrais, le matériel et tout quoi. Donc ça voilà, pour revenir vraiment 92 clac, un gros virage. Et donc aussi c'est 92, c'est la PAC, c'est aussi le traité de Maastricht avec l'édification de l'Union européenne qui vient abolir les droits de douane, donc permettre une circulation des marchandises.
Et ça, aujourd'hui, on l'oublierait presque, mais ça fait énormément de mal à l'agriculture, puisqu'en fait, on a un modèle social en France très élevé, qui ne tient aujourd'hui que par la dette, en soi, mais qui est très élevé, et genre, tant mieux, quelque part, quoi. Et donc, on se fait concurrencer avec des pays, la Pologne, par exemple, qui ont des taux de prélèvement, donc des taux d'impôt, bien moindres que nous, ce qui fait qu'ils peuvent avoir un coût de production plus faible, avec une main-d'œuvre payée évidemment moins cher qu'ici. Et on se fait concurrencer directement par eux. Et aujourd'hui, on a une problématique sur la viande, c'est que il y a moins d'achats de viande française parce qu'elle est trop chère. Donc on a une baisse déjà des achats en vente, donc une baisse des prix de la viande aujourd'hui en France. Et à contrario, en face, on a une augmentation de 23% de la viande achetée à l'extérieur, donc dans les pays de l'Est de l'Europe principalement. Oui, qui n'ont pas les mêmes normes et les mêmes... Et donc en fait, l'Union européenne, par ce principe d'élimination des droits de douane, a tué le modèle le plus vertueux d'Europe, qui était la France d'union sociale. On pourrait imaginer qu'il y ait des gens qui aient intérêt à ce qu'il y ait plus de commerce. Il semblerait qu'il y a des gens qui aiment acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Et parfois avec des pantalons et une jambe parfois. Je ne sais pas qui, mais on pourrait suspecter qu'il y ait des gens comme ça, qui soient un peu aux manettes. Et donc oui, acheter, vendre et faire un profit à chaque fois. Voilà. Et il y a toujours le dindon de la farce qui s'appelle Christian visiblement, et qui lui paye pour de la camelote au final. Et alors Christian il est au bout, il achète, et puis il est au bout, à l'autre bout où il produit. Et en fait, nous, comme on est au point de départ, on est au sol, on est souvent la variable d'ajustement. Alors quand vous êtes dans une chaîne et qu'on vous appuie dessus, eh bien, vous avez tendance à vous appuyer à celui qui est en dessous de vous. Mais nous, on peut appuyer sur personne puisqu'on est au ras du sol. Donc on se retrouve écrasé comme une galette. Voilà. Alors ça c'est pour la partie concrète, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout le volet disons spirituel. C'est-à-dire que comme on sait très bien et l'agriculteur est le premier à savoir qu'il est dépendant de facteurs extérieurs qu'il ne maîtrise pas, effectivement ça connecte disons directement avec Dieu, donc la spiritualité. Et donc c'est aussi s'en remettre à Dieu. La situation en France est telle qu'elle est aujourd'hui, par notre faute, effectivement, et les agriculteurs ont eu beaucoup, ils ont reçu beaucoup, l'église s'est tournée beaucoup aux agriculteurs, notamment avec les rogations, qui ne sont quasiment plus pratiquées aujourd'hui, et alors qu'on vit, en tant qu'agriculteur, on vit au milieu de la création. Alors on doit la respecter, puisque c'est la création de Dieu, mais on doit aussi la dominer tel qu'il nous a été demandé de le faire. C'est tout l'objet de l'agriculture. Et donc il faut se tourner vers Dieu pour demander des grâces pour que la situation de l'économie française soit restaurée, mais aussi de la paysannerie. Et alors dans la modernité, il y a effectivement ce côté où le paysan il se tourne moins vers la prière parce qu'il y a souvent une réponse chimique au problème. Et en fait, quand on a un problème, plutôt que de se dire tiens là on va prier tel saint parce qu'il y a vraiment ça qui va pas, on appelle plutôt la coopérative, qu'est-ce que tu as comme produit Donc c'est aussi, vous voyez, une tournure d'esprit par rapport à ça. La chimie, c'est ça, c'est de se dire on peut se libérer finalement de l'ordre naturel des choses, puisqu'on a toujours inventé quelque chose de plus performant et qui va résoudre le problème. Donc, ça a contribué aussi à donc dans le cadre de notre association, on a souhaité se tourner vers Dieu dès le départ. Donc on a fait bénir la ferme par Monsieur l'abbé Roger, et donc consacré au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie. On a également fait les rogations donc là, avant l'Ascension de cette année. Et puis voilà, on se tourne autant que possible vers différents saints suivant les besoins qu'on rencontre pour obtenir des grâces et savoir que de toute manière on est dépendant. Enfin, et c'est une très bonne chose en soi. On est bien misérable par rapport à la météo. Nous, on n'y peut rien. S'il pleut pendant des semaines, si c'est la canicule pendant des semaines, on le subit. Donc en fait, il y a vraiment un être supérieur qui nous dépasse allègrement par son intelligence. Et il faut l'aimer, il faut le servir. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire par notre métier d'agriculteur, c'est de travailler pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est important de le souligner, je pense.
Et ça doit être... ça doit, je pense, motiver aussi les agriculteurs et les jeunes agriculteurs, sachant qu'il faut qu'ils reprennent en compte cette dimension pour eux-mêmes, mais aussi pour le métier. Oui, l'amour de faire bien, de faire des bons produits pour ceux qui les consomment, de faire des beaux paysages. Oui, à la gloire de Dieu, c'est le beau, le bon et le vrai, quoi. C'est une bonne... Le bien, le beau, le bien, le vrai.